J'y ai pensé, pourtant pendant que Assis chantait, je me disais Michel a marché, donc via Michel. Donc Michel est un grand spécialiste de la cinématographie africaine. Il va vous présenter le film que nous avons choisi d'ailleurs ensemble, qu'il connaît bien. Et puis ensuite, il répondra d'ailleurs à quelques-unes de vos questions après le film. Michel, excuse-moi, je suis désolée. Non, je te prends le micro. J'adore quand il y a des faux départs comme ça et qu'on ne s'y attend plus et que ça vient pas, etc. C'est très bien. Le cinéma n'est pas figé dans la pellicule, donc c'est bien. Alors, c'est une belle transition, ce film, par rapport à la musique malienne qu'on vient d'entendre, effectivement, parce qu'on va revenir un peu au Niger, à la frontière malienne, avec Marcher sur l'eau, que vous allez voir maintenant. C'est un film qui va vous reposer des chiffres et des considérations économiques et politiques qu'on a fait, qui les contient, mais pas directement, parce que c'est un film qui s'adresse à des gens et qui regarde justement des gens qui vivent les problèmes de l'eau, les problèmes du quotidien, et surtout des femmes d'ailleurs, dans un village du Niger qui s'appelle Taliste. Alors, c'est un film qui est documentaire, mais pas que. Il y a des choses qui sont aussi réarrangées pour le film. C'est une comédienne connue en France qui l'a réalisée. Elle s'appelle Aïssa Maïga. Elle est d'origine sénégalaise. Elle est née à Dakar. Vous l'avez peut-être vue dans des séries, dans des films. Elle a joué pour Michael Haneke. Elle a joué pour beaucoup de réalisateurs. Et souvent, quand on avait envie de mettre une jeune femme noire dans l'écran, on faisait appel à elle, et on fait d'ailleurs toujours appel à elle, mais elle a su étoffer ses rôles et sa carrière en affirmant des choix plus, comment dire, des choix moins typés. Elle est à l'origine aussi d'un livre collectif, Noir n'est pas mon métier, qui a été écrit en 2015-16 et qui a été aussi divulgué au Festival de Cannes. Et du coup, ça lui a donné envie de passer à la réalisation et de réaliser un documentaire qui s'appelait Regard Noir, qui se promène entre l'Amérique, la France et l'Afrique pour examiner la condition des acteurs et des actrices noirs qui travaillent dans le cinéma français, américain. Et pendant ce film, elle a eu la proposition de réaliser un film sur l'eau. Et c'est le film que vous allez voir maintenant, Marcher sur l'eau. C'est un film qui, au départ, a été le résultat d'enquêtes par le journaliste Guy Lagarche, qui cherchait à faire des films et des émissions autour de la thématique de l'eau. Et puis, des producteurs ont proposé à Aïssa Maïga de réaliser le film. Elle l'a écrit avec la responsable d'une entreprise, d'une association, pardon, d'une structure qui s'occupe de permettre des forages d'eau, qui s'appelle Iman Iman. Et comme le disait la chanteuse, ça veut dire l'eau, c'est la vie. Et donc, ce film est le fruit d'une commande et d'une rencontre, parce que quand Aïssa Maïga, on lui a fait cette proposition, elle s'est rappelé que sa grand-mère, elle était originaire du Mali, c'était une Peul Oudabé, et qu'elle y passait des vacances parfois quand elle était toute petite. Et c'est ce qui l'a motivée et inspirée aussi peut-être pour écrire ce film. Alors je vous le laisse voir, c'est pas la peine que je vous en dise plus, mais c'est un film qui s'intéresse aux gens en priorité et qui étudie, évalue peut-être plus qu'étudier les questions de l'eau à regard d'une famille, d'un village, de nomades qui sont là et qui sont confrontés aux problèmes de l'eau au quotidien. Voilà, bonne projection et puis à tout à l'heure. Merci. ko ina en juuyo wana on ba ilano re'i jiye ma dilli latti leydi tan resi biya wala goɗɗo wala a yiggati a waɗa ko inchallahu in mun samu ruwa yaran mu za su yi lekol tenan nde fusi ko ɗum de mo yara ndiyam joɗotani ɗum ɗo ndu gonɗen kañum ma kiloji sappo gooti ɗo ɗe en jahale ɗe dilleten en ciɓɓina ɓikkol meɗen ngala renoɓe mi warta wana mi yejjitan on mi andi wahala kad ardumen mi andi torraɗo daldumen. On est au-dessus de l'eau, mais c'est tellement profond, c'est pour cela. Là, il faut un forage.
aka ce wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu mushanisa don har da ni wannan matsalan ta shahe mu duka matsalan mu ne mu duka mu. Monsieur, on va marcher sur l'eau. Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques. Poser à Michel, qui est là pour vous répondre sur les conditions de vie dans le Sahel. Ah oui. Sur la vie, les femmes du Niger ou autre chose, voilà, n'hésitez pas à demander. Je vous rappelle que ce film a été à l'origine une commande, hein, une proposition plutôt, qu'on a mis dans les bras de Aïssa Maïga, et qu'elle a fait corps avec ce sujet en développant voilà, cette histoire et cette approche avec cette famille, ce village qu'elle a approché, qu'elle a filmé, qu'elle a investi et qui donne le film que vous avez vu aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Voilà. Le plus simple, c'est ça. Merci. Il y a dans ces ciblages que vous avez effectués brillamment pour ce film sur la vie quotidienne au Niger, est-ce qu'il y a deux types d'établissements que j'ai été surpris de ne pas voir? Premièrement, les chauffeurs qui provisionnaient les tribus en essence, parce que là-bas, a priori, l'infrastructure automatique d'extraction de l'eau fonctionne à l'essence. Alors comment ils font? Le progrès ne les a pas touchés au point d'avoir installé des captage d'électricité, des panneaux solaires, donc ça ne peut fonctionner qu'à l'essence. Et deuxième type d'établissement que je n'ai pas vu, et je vous demande pourquoi, les établissements de santé. Et ils ont bien une hygiène, ils se lavent autant qu'ils ont de l'eau, mais comment font-ils pour se soigner? Juste, je peux vous répondre que le regard de Aïssa Maïga était concentré sur la question de l'eau et sur la question de ce forage qui allait arriver, qui a accompagné d'ailleurs la conception du film. Parce que si le film a existé, c'est parce que aussi cette structure à Manimam avait envisagé un forage et que le film s'est structuré autour de ça. Donc, effectivement, le côté dispensaire, hygiène, comme vous dites, c'est pas ce qu'elle a recherché à filmer. Et elle s'est concentrée vraiment sur cette famille, sur les questions de l'eau. Parce que je crois que ça aurait été un autre film et qu'elle aurait pu aborder des sujets multiples par rapport à ça. Donc, le film est resté concentré sur la famille, sur cette jeune fille qui sacrifie sa scolarité pour aller chercher de l'eau, aider ses parents, etc., puisque son père est parti avec les troupeaux, sa mère vend des médicaments, etc. Donc, le film est centré autour de ça. Et c'est vrai que ça existe et qu'elle aurait pu le montrer, mais je crois que c'était pas son propos et qu'elle est restée concentrée sur son sujet. Ce qui fait que le film reste homogène et nous parle effectivement, en regardant cette famille et surtout cette jeune femme qui, au départ, n'était pas un choix évident. Ça s'est fait quand elle est venue pour la première fois dans le village. Elle a remarqué cette jeune fille et du coup, elle a eu envie de la filmer. Cette jeune fille était très réactive et surtout très réactive par rapport à la place de la caméra. Elle a compris qu'on la filmait.
alors que beaucoup de gens dans le village n'avaient pas vu de cinéma, n'avaient pas vu de caméra. Elle a ressenti tout de suite, mais ils ont des portables et des images, et donc elle a ressenti tout de suite la facilité d'être filmée, de pouvoir accompagner quelque chose, et elle a presque parfois devancé les propositions de la réalisatrice pour pouvoir tourner le film et l'accomplir. Je vais te donner la parole là-bas aussi, mais Oui. moi j'aurais aussi une question sur la beauté des femmes, parce que c'était ta question, Georges? Ah bah. Au-delà de la beauté, c'était aussi leur costume, la variété extraordinaire tissus. Où est-ce qu'ils vont les chercher, les tissus? Où ils sont tissés où? C'est vraiment la couleur de ce film. C'est la manière dont les femmes sont habillées. Hein. Il y a une variété extraordinaire. Alors, la question, c'était quoi? Elles sont excessivement belles, elles sont très très belles. Alors, elles n'ont pas d'eau, pour la toilette, c'est compliqué, et pourtant, elles sont belles, elles sont dignes, elles sont magnifiques, elles prennent soin d'elles dans un paysage et dans un environnement extrêmement hostile, sauf pendant la période verte, à peu près verte. Oui. À peu près verte. Hein. Il faut quand même aller chercher l'eau à Pétaouchinok, hein, parce que ça prend. Mais voilà, ça c'est très très surprenant. Donc, j'aimerais que tu nous dises un petit mot sur ces femmes africaines. Eh bien, ça j'ai vu beaucoup ça dans des pays très pauvres, où il y avait des tas d'ordures, où il n'y avait pas de travail, etc. Et où les femmes, justement, par réaction peut-être par rapport à ça, entre un soin corporel et un soin de la dignité de leur corps, qui les pousse à être toujours très bien vêtus, bien vêtus, maquillés et toujours très dignes et fiers, voilà. Et avec de beaux bijoux qui viennent souvent des mines aurifères ou des choses comme ça qu'on peut récupérer sur les marchés. Mais ce souci du corps, du soin et du vêtement, moi je l'ai vu dans beaucoup de pays, du Burkina, au Sénégal, au Niger, etc. Parce que justement, c'est une réaction pour affirmer soi, voilà, son insertion dans la vie, dans le tissu, dans la matière, dans les couleurs, et voilà. Et plus les pays sont pauvres et défavorisés, plus les femmes ont l'air de ne pas se laisser aller, mais au contraire de prendre soin d'elles et d'affirmer effectivement leur beauté, leur charme avec des habits, des choses comme ça. Les habits et les bijoux, on les trouve dans les marchés ou alors dans les commerçants itinérants qui parcourent le pays. Parce que la zone qu'on a vue là, c'est une zone quand même où il y a beaucoup de nomades. Et par tradition, les marchands arrivent avec des caravanes d'habits, de bijoux, de vins, de trucs comme ça. Et donc, on peut s'approvisionner quand, justement, les caravanes avec les marchands passent. Alors, ils n'ont peut-être pas des chameaux aujourd'hui, ils ont peut-être des 4x4, mais si vous voulez, le commerce reste le même, et le fait de pouvoir trouver des choses qu'on va acheter pour se mettre bien, des onguents, des parfums, etc., reste toujours très pratiqué. Voilà. Encore une dernière question, puis après on va aller se retrouver devant la table du buffet. Oui. Un micro? Ben voilà le micro. Alors, ce film m'a vraiment plongé dans un moment de révolte personnelle et vers la fin, dans un moment de joie en voyant justement. Personne ne peut rester sensible à ça. Ma première question, c'est est-ce que ce film, vous l'avez mis à disposition des leaders ou disons des hommes politiques? Est-ce qu'ils connaissent réellement la réalité de ce pays, de ces gens, de leur vie? Parce que, en majeure partie, ceux qui sont au Niger, au Mali, au Burkina, ils vivent pratiquement la même réalité. Et ça me laisse aussi voir j'arrive à percevoir pourquoi le phénomène du terrorisme, même s'il y a des facteurs externes, c'est complexe,
est vraiment... pourquoi ce mode de vie peut amener des gens à peut-être s'enrôler ou peut-être voilà, faire partie de groupements pour essayer de défendre leur vie ou peut-être parce qu'ils sont tellement délaissés à un point qu'on ne peut pas, personne, aucun de nous, en 2011, j'ai fait cette partie-là du Burkina vers le Niger. J'ai fait pratiquement 5 mois où je voyais quand même que c'était très difficile. Mais j'imagine aujourd'hui la complexité des gens qui vivent là, dans ces zones. C'est tellement déplorable parce que le président de la transition du Burkina, ça n'intéresse pas tout le monde, mais qui est militaire, a fait un discours, je pense que vous êtes dans le cinéma, vous avez peut-être vu cette petite partie, où des gens aujourd'hui mangent les feuilles des arbres. Alors c'est quelque chose qui a peut-être commencé depuis des années, ils ont été tellement délaissés. Et moi, il y a une question que je voulais poser, parce que c'est très important pour moi. Quel est le temps et le coût peut-être, le temps qu'ils ont mis pour forer, et peut-être avec des indices, le coût que ça vous a coûté, enfin, ça a coûté justement pour faire ça, parce que c'est incompréhensible. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre. Oui, oui. Voilà. Je vous laisse répondre si vous avez des indices. La première partie, c'était quoi? C'était sur... La première partie, si ce film est mis à disposition. Alors voilà. Alors, est-ce que ce film est mis à disposition et a été vu par des responsables des autorités africaines? Ce film a beaucoup circulé parce que justement, il était fait avec l'accord de Aman Imam, la structure, la fondation qui a fait le forage. Il était fait aussi pour faire œuvre de pédagogie. Donc leur but et leur stratégie était, une fois que le film est fini, de l'accompagner dans des territoires africains, Burkina, Mali, Niger, et de faire autour du film de la pédagogie sur les questions de l'eau et de la manière comment dire, d'encourager les forages et toutes ces initiatives. Le gouvernement du Niger, pour répondre précisément sur le film, a été solidaire du film. Il n'a pas payé parce que les États africains ne payent pas beaucoup de choses en matière de cinéma. Mais ils ont envoyé des militaires qui ont accompagné l'équipe française. Il y avait à peu près une quinzaine de soldats militaires qui ont accompagné le film et supervisé et surveillé les gens qui l'ont fait. Il y avait plein de policiers en civil qui ont accompagné et supervisé le film, le tournage. Il y avait 2 véhicules blindés, il y avait des camions 4x4, etc. Et ils ont tout apporté de France, les lits, la nourriture, etc. pour pouvoir travailler dans cette zone qui, aujourd'hui, n'est plus une zone recommandable et n'est plus sécurisée. Le film, il a été tourné entre 2018 et 2020, et il a été terminé en 2021 pour être montré au Festival de Cannes pour la première fois. Mais je le signale et je le répète, il a été vu et montré dans plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest. Le film, il sert à ça, il sert à faire réfléchir sur la manière dont justement l'organisation de ces femmes, des forages, etc., peut être fait pour permettre d'offrir des alternatives pour avoir de l'eau. Alors, vous demandez combien ça coûte. Le film coûte très cher, mais il est sponsorisé par une association, des producteurs français, etc. Ce qui coûte cher, effectivement, c'est le forage. Le forage, il est envisagé par l'association et la structure Aman Imam pour être fait par des machines et qui va jusqu'à 175 mètres de profondeur, alors que les forages traditionnels qu'on fait à la main, ils vont jusqu'à 20 mètres, ce qui est déjà beaucoup. Et on peut mettre 4, 5, 6, 7 ans pour aller jusqu'à 60 mètres de profondeur pour arriver à trouver de l'eau potable ou semi-potable qu'on va extraire et qui va servir voilà, à la consommation des gens. Donc,
il y a une grande différence, si vous voulez, une grande distorsion entre ce qu'on peut faire à la main et ce qu'on peut faire avec une machine telle qu'elle. Voilà. Et une machine comme ça, comme vous le voyez à la fin, permet justement de faire un forage qui va irriguer toute une région. Et maintenant, il faut savoir qu'il n'y en a pas tous les kilomètres. Il faut compter environ au moins 50 kilomètres pour avoir un forage de ce type, qui est un forage assez exceptionnel, qui a dû être accepté par le gouvernement du Niger, parce que c'est pas parce qu'une société étrangère dit on va payer un forage que le gouvernement du pays dit oui, on est d'accord pour que vous fassiez un trou dans notre sol pour en pomper de l'eau. Donc ça nécessite toute une approche, toute une réflexion et beaucoup de démarches administratives, ce qui est vraiment très lourd à gérer. Même en France, pour avoir un timbre bientôt fiscal, il faut avoir une démarche administrative. Donc, si vous voulez, la démarche est très importante. Et donc, effectivement, ce genre de puits et de forages, ils sont un peu exceptionnels. Mais il y en aura de plus en plus si on se mobilise pour ça. Et c'est justement le projet aussi du film de montrer de manière exemplaire tout ce que ça peut apporter pour un village, une communauté qui, encore une fois, comme vous le disiez, est une communauté qui est très nomade et donc qui est très dispersée. Je crois que les plans en drone qu'on voit dans le film montrent à quel point tout le village n'est pas rassemblé dans un coin, mais il est au contraire très éparpillé. Donc ça complique beaucoup l'accès à l'eau. Celui qui est là, il doit aller là. Celui qui est là, il va là. Mais c'est toujours très compliqué et complexe de faire la démarche d'aller chercher l'eau là où elle est disponible. Voilà. Oui, mais c'est quoi? C'est des millions d'euros? C'est des dizaines de millions d'euros? C'est des centaines de millions d'euros? Ben oui, c'est des dizaines de milliers d'euros, oui. Mais c'est très lourd et c'est très cher. Peut-être qu'Efa, je peux nous en dire un peu plus parce que... C'est des milliers. Voilà. Alors, voilà. C'est des dizaines de milliers, c'est pas des millions. Non. Un forage, c'est un pas profond, ça peut être 10, 20 000, puis un très profond comme ça, je sais pas exactement, mais ça peut peut-être chercher dans les 100 000 euros ou 80, voilà. C'est ça l'intérêt aussi des entreprises qui ont les petits avec les pompes à main. Les petits, oui. Ah oui, bien sûr. Donc, Nicolas, parce qu'Olivier, il est détourné. On va passer, voilà. Merci. Je voudrais rebondir justement sur les problématiques, en fait. C'est vrai que nous, on développe et on négocie avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en ce moment. Olivier était également impliqué sur ce projet, pour la construction de 4000 forages de ce style, de cela, donc en Côte d'Ivoire. Et ça fait bientôt 4 ans qu'on négocie. Parce qu'effectivement, il faut des autorisations. Entre-temps, il y a une élection présidentielle et ça change les localisations de ces forages, les droits, etc. Donc c'est pour dire qu'effectivement, nous apportons le financement, hein, j'expliquais tout à l'heure, on apporte l'argent, on apporte les machines, on apporte le savoir-faire. Et pour autant, ça prend énormément de temps. Donc il faut être effectivement... En fait, alors, le projet n'est pas que ça, il y a aussi une station de traitement d'eau à côté, il y a 700 km de canalisation. C'est un projet qui va avoisiner les 400 millions d'euros au total. Oui. Village. Parce que on a fait un colloque à Dakar, pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, et on avait, alors là c'était la problématique de l'électricité, donc il y avait le fleuve Sénégal et on voulait construire une centrale le long du fleuve. Et il y avait un maire d'un village qui nous a dit c'est bien de construire des centrales, mais il faut amener l'électricité dans notre village. Donc on ne veut pas voir passer les fils au-dessus, on veut que ça vienne dans mon village. Alors, et moi, bêtement, je lui dis mais ton village, c'est pour combien d'habitants? Et il me répond 35 000. Alors je lui dis en fait c'est une ville, c'est pas une village, mais c'est des villes, c'est des points d'habitation un peu partout sur un immense territoire. Donc lui, quand il y a une centrale près du fleuve Sénégal et une centrale à l'autre bout, il voit les fils électriques au-dessus, mais il n'y a rien qui vient dans son village, comme il dit. Et le village, c'est un peu ça. Enfin, là, c'est des nomades, c'est encore un petit peu différent, mais quand même, ils circulent, ils se retrouvent certainement à certaines périodes de l'année au même point
hein, et ils ont leurs habitudes et leur vie là, quoi. Et l'école, effectivement, c'est un peu sommaire. Je ne sais pas si, voilà, s'ils arrivent à étudier, enfin, parce que ils vont un peu à l'école, ils vont beaucoup chercher de l'eau, ils font beaucoup ça. Bon, ils tressent certainement, ils font aussi certainement des bijoux et on voit aussi, hein, puis à manger. Ils font, et puis voilà, et le pâturage peut-être, enfin les bêtes. Oui. Alors, les bêtes, c'est très important parce que ça occupe l'activité des hommes. Mais c'est vrai que les femmes, elles n'ont pas trop le temps d'aller à l'école. C'est elles qui vont chercher l'eau. Ça, c'est quelque chose qui est très sectorisé et donc qui est très genré dans les sociétés africaines. C'est les femmes qui vont chercher de l'eau, c'est les hommes qui s'occupent des pâturages. Donc effectivement, il y a beaucoup de filles qui peuvent pas suivre la scolarité. C'est un petit peu ce que souligne le film, et c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, ça crée comme ça un espèce de vide d'enseignement et de potentialité pour ces femmes, comme Oulaye, la protagoniste du film, qui ne va pas pouvoir suivre sa scolarité, puisqu'il faut qu'elle s'occupe d'aller chercher de l'eau. Elle s'occupe des enfants, et puis après, il y a un instituteur dans le film qui est pour moi assez exemplaire, parce qu'il est très motivé, il est très... voilà, ses leçons sont pleines d'enseignements concrets et pratiques, et donc c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Il n'y en a pas comme ça partout. Voilà. Ceci dit, le préfet, c'est un enfant Peul, c'est ce qu'il a dit, hein, qui a appris et bon, qui est devenu préfet. Alors il vient faire la leçon aux jeunes en disant apprenez pour pas rester ici. Ceci dit, c'est compliqué. Bon, c'est un beau film. Je crois qu'on peut applaudir aussi Michel et puis le remercier de ses éclairages. Ça mériterait encore. Remercier Eiffage, parce que d'abord, c'est un ami et un sponsor. On dit ça comme ça, moi j'aime pas le mot, c'est un partenaire, on va dire ça comme ça. Partenaire du Cercle Cinéphile. Et puis, c'est aussi des gens extrêmement importants quoi, pour le développement de ces pays, et pas seulement, puisque je sais que tu es allé aussi en Ukraine, vous allez aussi dans le reste du monde. Et donc, c'est formidable. Il nous faut des entreprises comme ça qui portent la responsabilité du développement. Évidemment, ça, vraiment bravo. Ouais, vraiment bravo. Un grand merci et venez manger les galettes de riz.